c'est la mise à disposition gratuite. Ça, c'est de plus en plus important. Ça veut dire qu'on aide les enfants comment? En leur mettant à disposition un appartement pour ses études, pas de problème. Sauf que les études durent, et puis l'enfant se met en ménage et a des enfants à son tour, et dans le fond, il est bien là où vous l'avez installé. Donc il continue à jouir de l'appartement en toute quiétude. Personne ne s'en préoccupe, ça ne pose pas de problème aux parents, les parents sont plutôt gentils et sympathiques, et le fils est content d'être à l'abri, bien installé chez ses parents qui ont mis à disposition un appartement qui était leur propriété. Sauf qu'il a un frère ou il a une sœur, ce monsieur-là. Et puis quelques années plus tard, les parents décèdent. Et le frère et les sœurs disent à celui qui a eu l'avantage de la mise à disposition de l'appartement, dit, cet avantage, t'as permis de t'enrichir, t'as pas eu à payer de loyer puisque les parents t'ont logé. Ils t'ont mis à disposition cet appartement. Cet avantage, nous, on n'a rien eu, il faut donc compenser. Si on veut éviter ce genre de choses, il est possible de le faire sous réserve qu'un acte écrit définisse la volonté de celui qui a mis à disposition. C'est faire ce qu'on appelle les mises à disposition gratuites dans le cadre de l'article 1878 du Code civil, qui est antérieurement, pour ceux qui ont un petit peu d'âge, il n'y en a pas beaucoup, vous êtes tous très jeunes, enfin quand même, on peut imaginer que ce mot vous n'est pas totalement étranger, ce qu'on appelle antérieurement les commodats. C'est des mises à disposition entre amis, des mises à disposition gratuites. Ces mises à disposition gratuites requièrent une seule chose, l'acte écrit. Pas forcément un acte notarié, mais un acte écrit dans lequel celui qui met à disposition de l'enfant l'appartement dit « je le fais gratuitement, c'est une mise à disposition gratuite, point. Je qualifie la mise à disposition de gratuite. » Extrêmement important. Pourquoi? Je vais raconter une petite histoire qui se passe actuellement à Paris, où une petite dame qui était en situation difficile a accueilli sa fille pour l'accompagner en fin de vie. Et pour que sa fille fasse cet accompagnement de manière agréable, eh bien, elle a mis à disposition 2 pièces dans l'appartement qu'elle occupait dans le 16e à Paris. Elle a aménagé une petite cuissinette et la fille, qui était célibataire, est venue s'occuper de sa mère. Et pendant 5 ans, elle a vécu là, évidemment, sans bourse déliée et sans payer de loyer, ni de charge. La maman décède. Elle s'est coltinée, pardonnez-moi cette expression, elle s'est occupée de sa mère pendant 5 ans avec un dévouement remarquable. Sauf que la mère lui a mis à disposition cet appartement gratuitement, mais sans écrit, sans que ça soit précisé dans l'esprit. Elle faisait, moralité, les 2 frères, ces coquins, aujourd'hui, réclament à leur sœur, je dirais, une indemnité d'occupation égale à la valeur des loyers qu'elle n'a pas eu à payer. C'est scandaleux. Sauf que si on avait fait seulement un acte écrit indiquant dans quel esprit la maman mettait à disposition cette affaire, en disant « il n'y a pas d'intention libérale de ma part, il y a une mise à disposition, point, je qualifie le contrat de prêt à usage, eh bien, il n'y a pas mutation, il n'y a pas donation, prêter n'est pas donné, la Cour de cassation vient de nous le rappeler récemment. » Oui, alors Jean, là aussi, il y a une solution pour, je dirais, traiter le passé. Là, on est sur des manœuvres de prudence et d'anticipation. C'est vrai, il faut toujours qualifier les flux, les aides, par un acte de prêt, un acte de donation, un acte de prêt à usage ici. C'est toujours mieux de qualifier. Ça évite les débats futurs. Mais quand la situation s'est déjà produite, qu'un enfant a déjà passé 8 ans, 10 ans, 15 ans et a été logé dans un bien immobilier, on a plusieurs solutions pour traiter le problème, tant que celui qui pourrait être qualifié a posteriori de donateur est encore en vie. Ça peut être de régulariser a posteriori un testament dans lequel on écrit qu'il ne s'agissait pas, bien qu'il y ait un avantage matériel à habiter gratuitement dans un appartement, il ne s'agissait pas d'une donation, on n'avait pas l'intention de créer un déséquilibre, et que si ça venait à être contesté, ce serait considéré comme pris sur la quotité disponible, autrement dit, ce serait un avantage définitif pour l'enfant qui en est le bénéficiaire, ce qui a pour vocation de décourager les autres, bien sûr, d'intenter quelque contestation que ce soit. On peut envisager aussi du vivant des enfants d'établir une donation partage, dans laquelle, si on estime que c'est le souhait du donateur, on va considérer que l'un des lots, quand on fait une donation partage, on fait des lots, un lot pour chaque donataire. On peut très bien considérer que l'un des donataires recevra pour lot, pour attribution, un droit dont il a déjà profité, qui était de celui d'occuper gratuitement tel ou tel appartement pendant telle durée. Ça permet de vider
le problème de son contenu. Il n'y a pas de solution préconstituée qu'on pourrait appliquer à tous les cas. Il s'agit de sonder les objectifs de chacun, bien sûr, mais c'est en tout cas toujours temps de régler la situation tant que celui qui pourrait être qualifié de donateur est encore en vie. Le sujet se pose aussi sur le financement des études très chères qui pourraient être considérées, lorsqu'un enfant fait des études très chères et très longues, comme étant, passé un certain âge, un véritable avantage financier. Et là aussi, on peut avoir des problèmes de qualification. Le MBA aux États-Unis, à Harvard ou dans d'autres universités au Royaume-Uni et compagnie, les études sur 6 ans vous coûtent 50 ou 60 000 euros. On peut se demander s'il n'y a pas matière à clarifier les choses en anticipant et en les qualifiant soit de donation, soit de contribution normale à l'éducation d'un enfant, mais en tout cas les qualifier pour éviter que le débat se pose quand l'autorité parentale aura disparu. Ce qu'il vous dit est d'une importance capitale. Il parle de qualification, d'identification de l'intention, de ce que j'ai fait, de ce que je veux faire. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. On a besoin de dire et de faire savoir dans quel esprit telle ou telle chose a été faite. Et c'est là où le notaire est absolument incontournable, parce qu'il saura lui trouver les mots d'identification de la volonté de chacun, qu'est-ce que ça veut dire, dans quel esprit il l'a fait. C'est extrêmement important quand on veut éviter, je dirais, les tensions familiales qui pourraient naître d'une solidarité familiale mal appréciée parce que pas tout à fait